Salut! Merci d'avoir choisi de m'écouter ce matin. Je sais pas si tu suis mes petites aventures depuis un petit moment ou si tu es nouvelle ou nouveau par ici, mais sache que le but de cet épisode, c'est vraiment que j'enregistre un message vocal comme si je faisais un message WhatsApp à ma meilleure amie, donc il n'y aura pas de montage, etc. Il sera mis en ligne tel quel, parce que sinon, si je dois faire du montage, je n'aurai jamais le temps et vous pourrez jamais l'écouter. D'ailleurs, big up à ma meilleure amie qui me fait trop rire parce qu'elle écoute tous mes épisodes alors qu'elle m'appelle toutes les semaines, donc elle est déjà au courant de tout. Je pense qu'elle a compris que si elle a laissé passer trop de temps entre deux appels, l'appel serait de plus en plus long. Donc je pense que ce vocal aujourd'hui va être long parce que je crois que la dernière fois que je vous ai parlé ou que je vous ai fait un enregistrement, c'était il y a presque 2 semaines. Entre-temps, je vous en ai fait un où je parle vraiment que de l'hindouisme à Bali. Mais du coup, je parlais pas de moi, en fait. Et là, aujourd'hui, le but de cet épisode, c'est vraiment juste de parler de moi, de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on est le vendredi 28 novembre. C'est mon dernier jour à Bali. J'ai du mal à y croire, c'est passé tellement vite. C'est passé tellement vite. Et demain, je prends l'avion, demain matin, à midi, pour aller à Singapour et embarquer sur un bateau pendant 4 mois, comme serveuse. Encore une fois, pour ceux qui me connaissent, je me répète, désolée, mais je m'adresse aussi aux petits nouveaux par ici. Et donc au moment de la sortie de cet épisode, je pense qu'il va être programmé pour mi-décembre, donc ça fera déjà 2 semaines que je serai en mer. Et voilà, j'ai trop hâte. Bref, je vous parlerai de tout ça aussi. Mais avant, j'ai envie de refaire un petit retour en Arlie. Voilà, je bégaye aussi. D'ailleurs, je risque des fois de marcher, vous risquez d'entendre des oiseaux, des gens passer devant ma petite villa, etc. Mais bon, c'est la réalité du terrain. Donc, quand la dernière fois que j'ai pris les micros, je me souviens, en train de boire un café à l'hôtel à Java. D'ailleurs, c'était trop drôle parce que quand je l'avais fait cet enregistrement, je vous disais que je payais vraiment pas cher. En fait, le soir, quand je suis rentrée, ils avaient sorti toutes mes affaires de la chambre parce qu'en fait, ils avaient compris que je voulais réserver qu'une seule nuit alors que c'était 2. Alors, des fois, dans le milieu de l'hospitalité, malheureusement, leur anglais, il est pas top, 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 top. Donc là, pourtant, j'avais mon pote Johnny qui parle indonésien avec moi. Il me semble qu'il leur a parlé en indonésien, mais je me trompe peut-être. Mais bon, bref. Donc si vous réservez des hôtels ou des choses comme ça en Indonésie en direct et pas en utilisant des plateformes, vérifiez bien au moment de la signature de votre contrat qu'il y a bien écrit le nombre de nuits, etc. Parce que du coup, moi, je me suis fait avoir. Bon, c'était pas dramatique. Même si je vous avoue que sur le coup, ça m'a énervée en fait parce que j'avais laissé traîner mes affaires partout. Quand je suis toute seule dans une chambre pendant 1 ou 2 nuits, en général, j'ai tendance un peu à m'éparpiller. Et en fait, ça m'a un peu rendu dingue de me dire qu'il y a un mec qui a pu toucher toutes mes affaires, etc. Mais bon, bref, je me suis énervée pour rien, comme d'habitude. Non, pas comme d'habitude, je m'énerve pas tout le temps, mais là, ouais, je me suis énervée. Bref, donc je buvais ce café à Java et Juni m'avait prévenu qu'on irait faire un tour dans l'école où travaille sa femme. Mais alors, je ne m'attendais pas à ce qui allait m'arriver à ce moment-là. J'en ai eu les larmes aux yeux, tellement j'ai eu... dès que je suis rentrée dans l'école, en fait, donc l'école ici, donc il y a vraiment une cour centrale, et ensuite il y a un bâtiment, je dirais, en forme de L, et avec les différentes classes, donc tout est très ouvert, hein, bien évidemment. Et là, je pense qu'ils m'ont tous vu arriver. Le boulet, hein, alors, parce que c'est notre surnom en Indonésie, quand on est blanc et touriste, on est ce qu'on appelle un boulet. D'ailleurs, je vais vous faire écouter comment la petite fille de mon copain m'appelait tout le temps. Parce que je l'ai enregistré dans mon téléphone, c'était trop mignon. Alors attendez, je vous fais écouter ça. Sini aku masukin ya. Papa boulet. Et là, l'autre vocal, c'est quand elle me parlait, tout le temps, elle voulait tout le temps derrière moi dans la voiture. Et je comprenais rien. Botol yang kesini aku masukin ya. Oh, you want me to take it? Yes? No? Voilà, je sais pas ce que ça va donner, j'espère que vous avez entendu, mais bon, ouais, c'était trop drôle parce que, en fait, elle voulait pas aller à l'école parce que j'étais là. Donc, du coup, elle était là, elle me parlait, je ne comprenais rien. J'arrive dans cette école, là, tous les enfants, ils sortent en criant. Je vous posterai des vidéos et des photos sur Instagram parce que c'était magnifique. Ils étaient, mais, surexcités de me voir, je pense qu'ils ont pas l'habitude, justement, de voir des boulets. Et j'ai reçu un amour, mais il parlait très peu anglais. Il y avait un enfant qui parlait très bien anglais, il devait avoir 11 ans. Et il m'expliquait qu'en fait, il apprenait sur YouTube en regardant des vidéos, parce qu'il aimerait bien, lui, un jour lancer sa chaîne YouTube. Et je lui ai dit, mais tu voudrais faire quoi comme chaîne? Et il m'a dit, en fait, moi, je veux faire une chaîne qui fait rire les gens, pour que les gens ils soient heureux.
j'ai trouvé ça tellement beau. C'était tellement beau qu'il m'a mis les larmes aux yeux. Mais au-delà de lui, mais même si tous ses enfants, ils savaient pas dire grand-chose en anglais. Mais par contre, je pense qu'on m'a répété au moins 50 fois et que j'exagère pas. You are so beautiful. Miss, you're so beautiful. Et tous, ils voulaient me toucher, ils étaient là, mais t'es trop jolie, t'es trop jolie. Et je pense que j'avais besoin de cet amour. Moi qui est, justement, je vous partageais dans d'autres épisodes précédemment que j'avais un problème d'estime de moi, que j'aimais pas mon corps, que je m'aimais pas nécessairement, alors que, en fait, je pense que ça, c'est dû aussi à peut-être... c'est beaucoup plus intérieur, c'est pas juste moi qui me lève le matin et qui me dit « Oh tiens, je m'aime pas aujourd'hui », ça remonte à loin, ça remonte à beaucoup d'expériences de vie, etc. Donc c'est un travail sur soi à faire. Mais là, du coup, de les voir eux et qui me disent, en plus on dit toujours la vérité sort de la bouche des enfants, là, mais ça m'a fait un bien incroyable. Bref, c'était trop mignon. Et ensuite, toutes les filles qui ont un âge, je sais pas, elles devaient avoir à peu près 10 ans, elles ont voulu me faire une danse. Donc elles m'ont fait une danse de style Java, c'était absolument magnifique, avec un espèce de foulard écharpe. Donc ils utilisent ça pour danser avec les bras, c'était magnifique. Je vous posterai ça aussi sur Instagram. Et elles m'en ont même donné une des écharpes en souvenir, parce qu'elles ont voulu que je danse avec elles. Donc je me suis prêtée à l'exercice, c'était du grand n'importe quoi, mais on a bien rigolé. J'ai reçu un bracelet, j'ai reçu un petit porte-clés en cœur que je vais accrocher à mon backpack et qui me quittera plus. Ils voulaient tous mon numéro de téléphone, ils m'ont tous demandé un autographe, donc c'était trop drôle parce que je me disais, et Judy qui arrêtait pas de me dire, Kelly, ça va, dis-moi si tu veux partir. Lui, il était posé tranquille en train de boire son café, et je lui disais, non, mais tu plaisantes, c'est incroyable ce qui se passe. Je fais, alors déjà, je comprends ce que c'est d'être une star, c'est intense. Je dis, mais en fait, là, il me donne vraiment tellement d'amour que, comment je pourrais me lasser de ça, en fait, c'est pas possible. Et j'ai les profs qui ont aussi voulu qu'on se pose à un moment donné dans une des salles, donc il y avait tous les enfants, et elles voulaient juste que... Alors il y avait un micro genre karaoké, et elles voulaient que je leur pose quelques questions assez simples en anglais pour justement les faire pratiquer et les inciter peut-être à apprendre l'anglais. Et je pense que ça a été mission réussie parce qu'il y en a plusieurs qui me disaient... qui m'ont dit que maintenant ils avaient vraiment envie d'apprendre pour qu'on puisse échanger, etc. Donc je trouvais ça chouette. Quelque chose de moins chouette, c'est que j'ai parlé avec une des professeurs, donc elle est très jeune, elle a 25 ans, et elle venait de commencer, donc apparemment, quand on commence, on ne travaille pas tout de suite pour le gouvernement, donc on doit travailler quelques années. Je sais pas c'est quoi le statut, mais j'ai l'impression que c'est un statut de volontariat, parce qu'elle m'a dit qu'elle était payée 5 euros par mois. Et je dis c'est pas possible, en fait, je regardais mon pote Johnny qui connaît très bien l'euro parce qu'il travaille avec moi à bord. Je dis c'est pas possible qu'elle gagne que 5 euros. Enfin, je veux bien que la vie n'est pas chère ici, mais ça fait 100 000 roupies. Un massage d'une heure, ça coûte 100 000 roupies. Quand on va manger à 5, par exemple, un plat typique indonésien, ça coûte 100 000 roupies. Donc je dis c'est pas possible qu'elle gagne 100 000 roupies par mois. Et il me disait si, c'est ça qu'elle est en train de te dire. Et je lui ai même fait taper sur mon téléphone, parce que je dis c'est pas possible, c'est 1 million, c'est pas 100 000. Non, elle gagne bien 5 euros par mois. Oh, ça m'a tellement fait mal au cœur. Bref, elle était tellement mignonne en plus. Et donc elle me disait que elle rêverait pouvoir rencontrer un Européen. D'ailleurs, on a fait une vidéo pour mon pote Martha. Elle aimerait bien rencontrer un Européen, un boulet, et justement avoir une sécurité financière un peu plus élevée que ça, parce que là, voilà quoi. Donc ça, c'était fou. Et du coup, en partant, je vous cache pas que du coup, je lui donnais 200 000 roupies. Même limite, je me disais, ouais, vas-y Kelly, tu lui donnes que 10 euros, quoi. Enfin, franchement, t'es radine. Mais bon, je me suis dit, je vais quand même donner 2 mois de salaire. C'est sûr que c'est pas grand-chose pour moi, mais pour elle, ça fait quand même beaucoup. Donc elle était trop contente. Mais si j'avais pu, j'aurais donné plus, mais j'avais que ça dans mon portefeuille. Bref, et donc cette matinée était incroyable. Ensuite, on a été se balader dans une forêt magique avec des arbres très très anciens. C'était super apaisant. On a été manger avec sa femme, sa fille et lui. Et puis on a passé l'après-midi, on a fait un peu les touristes, visiter. Et ensuite, c'était bien parce qu'on a été se poser chez la sœur de sa femme. Et c'était marrant parce qu'en fait, en allant voir Johnny, j'avais vraiment envie de voir mais à quoi ressemble leur quotidien en fait quand ils sont pas à bord. Qu'est-ce qu'ils font? Et là, c'est vraiment, il m'a fait comprendre en fait ce qu'ils font. Bon, ils font pas grand-chose, hein, mais ce qu'ils font et qui m'a beaucoup plu, c'est qu'ils sont en famille, ils sont ensemble, ils partagent des moments ensemble. Et alors, ils mettent toujours plein de trucs à manger. D'ailleurs, on m'a fait un smoothie à l'avocat parce que la sœur de sa femme a une petite ferme, donc elle a plein de fruits et légumes. Donc elle m'a fait un jus d'avocat frais, c'était trop bon. Elle me ramenait plein de fruits, elle voulait que je mange, alors que moi j'avais pas du tout faim, on avait super bien mangé le midi. Et bref, et j'ai trouvé que c'était super chouette, j'ai vraiment pu expérimenter ce que c'était sa vie à terre. Et là, malheureusement,
je rentre à l'hôtel, donc il y a le petit shit show là avec mes affaires. On passe ça. Et là, je reçois un message d'une copine au Canada qui m'annonce le décès d'une copine, Courtney. Courtney, je vous en avais parlé dans un épisode solo en octobre, je crois. Parce que c'était en octobre avant d'aller au Brésil que j'étais allée la voir en Ontario. Parce que je savais que le cancer venait de la retoucher. Elle avait déjà eu une première fois un cancer à 24 ans. Elle l'avait appris un mois avant son mariage. Et elle avait réussi à battre cette merde. Malheureusement, ça lui était retombé dessus. Entre-temps, elle avait quitté son taf. Elle avait commencé un petit tour du monde avec son mari. Parce que justement, elle me disait que... Enfin, je l'inspirais à partir de tout ça et qu'elle, elle a tellement touché la mort de près que là, elle avait envie d'expérimenter, de vivre ses rêves. Sauf qu'au bout de 6 mois, la vie dans les hôtels, etc., ça commençait un peu à la déstabiliser. Donc, elle avait fait le choix d'aller s'installer dans une province francophone du New Brunswick, dans l'est du Canada, parce qu'elle a envie d'expérimenter une vie, de se remettre un peu au français, etc., parce qu'elle avait été en immersion française. Bon, avec elle, on parlait jamais français. Mais bref, du coup, elle avait un peu envie de tester autre chose. Et là, malheureusement, le cancer l'a retouchée, sauf que là, malheureusement, le cancer a été plus fort qu'elle. Et je vous avoue que c'est dur parce que j'avais été faire sa chimio avec elle. Et déjà, moi, ça m'avait montré une réalité que je ne connaissais pas. Mais ces piqûres de rappel, à chaque fois, elles sont horribles. Mais moi, je suis là et je me dis, putain, mais en fait, moi, je vis mes rêves. Donc, je vis une vie que j'ai choisie. Donc, vraiment, je suis ravie. Mais quand je pense à des gens comme elle qui peuvent pas vivre comme ça vraiment, ça me blesse. Et le dernier message que j'ai reçu d'elle, c'était une semaine avant qu'elle nous quitte. J'étais posée sur une plage en train de boire une bière. J'ai pas souvent mis des photos de moi en train de boire des bières à la plage parce que c'est pas quelque chose que j'ai souvent fait ici à Bali. Mais du coup, elle m'avait envoyé un message, elle m'avait dit waouh, j'aimerais trop être avec toi pour boire cette bière, et je lui avais répondu que moi aussi j'aimerais trop qu'elle soit avec moi parce que c'est vrai que là à ce moment-là, je me sentais seule. Sauf que j'avais aucune idée que elle, en fait, elle était sur son lit de mort, elle était aux soins intensifs à l'hôpital. Et moi, je suis là à me plaindre parce que je me sens seule. Mais bon, je pense qu'il faut pas non plus se comparer. On a des moments de vie différents. Mais en fait, ça me fait juste chier de me dire que ça, c'était nos dernières paroles. En fait, j'aurais préféré que ce soit autre chose. Je sais pas comment ça va devenir émotif. En tout cas, voilà, encore un rappel. Si toi qui m'écoutes, t'as des rêves, vraiment, n'attends pas parce que on sait jamais de quoi demain est fait. Et notre vie, elle peut nous être prise très rapidement. Bref, heureusement que j'avais Johnny qui était là avec moi, c'était sympa. Et ensuite, je savais que j'allais pas me retrouver toute seule dans les prochains jours. Donc ça m'a aidé quand même à continuer à croquer la vie à pleines dents. Et donc le lendemain, j'ai pris le ferry, je retournais au nord de Bali, parce que je savais qu'il y avait la grande fête Galungan qui allait avoir lieu. Et donc là, je sais pas si je vous ai parlé déjà de l'Américain que j'avais rencontré dans un hôtel qui m'avait payé à manger pour s'excuser de Trump et de ce qu'il fait aux Canadiens. Donc j'étais restée en contact avec lui, et donc lui il m'avait trouvé une famille qui voulait m'accueillir justement pour cette grande célébration à Bali. Et donc du coup je suis allée, j'avais loué une petite villa, donc il a une propriété, une énorme, j'exagère, non, il a une grande propriété, c'est un paradis sa propriété, et il a 2 petites villas qu'il met en location. Donc il m'avait fait un prix d'amis. Pour moi, j'exposais mon budget, mais genre j'allais payer la nuit 8 fois plus ce que j'ai l'habitude de payer quand je réserve des trucs pour moi toute seule. Donc là, j'allais péter mon budget, que je n'ai d'ailleurs plus parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent. Mais je m'en foutais en fait parce qu'à ce moment-là, j'avais juste besoin d'être entourée de personnes que je connais, même si je le connaissais pas vraiment. Mais je voulais juste pas être seule, et ouais, il fallait vraiment que je change mes idées. Donc là, un des fils de la famille est venu me chercher au ferry, donc il y avait quand même 3 heures de route entre le ferry et là où j'allais me poser quelques jours. Et en fait, c'était bien parce qu'il parlait super bien anglais. Donc on a eu des super bonnes conversations, on mettait de la musique, etc. Donc c'était chouette. Et ensuite, donc voilà, je suis arrivée chez l'Américain, j'ai passé 2 nuits là-haut, on a passé le Galungan. Donc ça, je vous en ai parlé dans l'épisode spécial hindouisme, donc je reviendrai pas là-dessus. Et je savais que après, il me restait plus que quelques jours avant de retourner dans la villa à Sanur que j'avais réservée la première fois à Bali, parce que j'avais envie de me retrouver dans un endroit qui m'est familier, où je me sens bien, où je connais des personnes autour, où je sais où je dois aller faire mes courses, où je sais qu'il y a une plage pas très loin, etc.
Mais avant ça, j'ai refait un petit stop dans une ville à Ahmed où j'étais allée avec mes parents et mon frère. Au départ, j'avais prévu d'y retourner quand j'étais avec eux. Donc, il y avait de la plongée que je voulais faire là-bas, que je n'avais pas fait parce que je m'étais dit j'y retournerai. Entre-temps, je m'étais dit j'y retournerai pas parce que des fois, à Bali, pour faire 40 km, ça prend 3 heures. Et en fait, moi, ça me gonfle d'être coincée dans le trafic. Et puis, en plus, quand on voyage solo, bah, du coup, ça coûte quand même assez cher de se payer des chauffeurs privés. Parce que bah, quand c'est un transport de 3 heures avec mon sac à dos, j'ai pas non plus envie de monter sur un scooter. Et j'ai pas, certains endroits de l'île, j'ai pas envie de rouler un scooter moi-même. Et finalement, bah là, comme j'étais allée dans le nord, c'était pas prévu. Du coup, bah, pour redescendre à Sanur, je devais, si c'était automatiquement, pratiquement, repasser par Ahmed. Donc là, je me suis arrêtée 2 nuits. Je me suis pris un super hôtel. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait un épisode quand je m'étais arrêtée à Miami, à la fin de mes 3 mois en Amérique du Sud. Et j'avais une copine qui nous avait réservé un hôtel un peu de luxe. Moi, c'était pas du tout prévu parce que quand je voyage, j'essaye de voyager avec un budget assez bas. Et en fait, de me retrouver dans ce luxe, ça m'a fait du bien d'avoir, toucher à quelque chose d'autre, en fait, et de mettre un point final à ce voyage comme ça. Et donc, bah là, pour moi, ces 2 nuits d'hôtel, c'était ça. Je me suis pris, en plus, quand je dis ça, mais ça m'a même pas coûté cher. Je crois que ça m'a coûté, en plus, j'avais utilisé des points que j'avais, cumulés sur la plateforme. Moi, j'utilisais hotels.com. Je sais que beaucoup de gens utilisent Booking. Mais moi, j'utilise hotels.com parce qu'en fait, quand on réserve 10 nuits, ils vont faire la moyenne des 10 nuits qu'on a dépensées et ensuite on a ça comme argent qu'on peut redépenser vers des nuits. Donc moi, comme du coup j'avais réservé déjà des choses avec mes parents, moi là la villa pareil, je réserve tout grâce à ce site. Bah là j'avais cumulé de l'argent que du coup j'ai pu redépenser dans ces nuits. Donc du coup ces 2 nuits là, ils ont dû me coûter à peu près 30 € quoi. Mais c'était magnifique, j'avais une baignoire de malade, j'avais la vue sur la mer, enfin j'étais en hauteur, c'était absolument magnifique. J'avais aussi comment ça s'appelle, une moustiquaire, enfin c'est des petits trucs à la con, mais des fois il y a quand même des insectes à Bali. Enfin vous vous souvenez de l'histoire du rat qui m'est monté sur le bras à 5 heures du matin. Enfin moi j'ai envie de bien dormir, là je vais partir pour 4 mois de taf intense, 100 jours off, donc j'ai pas envie de dormir en ayant peur qu'il y a un insecte ou un truc comme ça. Donc des fois c'est vrai que c'est chouette d'aller dormir dans les rizières, dans les choses comme ça, mais ça veut dire qu'on va faire face aussi à certains insectes, et après bon on est plus ou moins voilà. Je sais qu'avec mon frère, un matin, on s'est levé, on avait un gros cafard. J'ai crié. Voilà. Donc c'est vrai que des fois, la petite moustiquaire, elle est pas mal. Donc voilà, j'ai pu faire ma plongée de nuit. Je suis allée voir un paquebot américain qui avait été torpillé près de l'île de Lombok et qui avait été remorqué vers l'île de Bali. Et ensuite, il y a un volcan qui a explosé. Et la lave a repoussé un petit peu plus ce paquebot. Du coup, il est plus au bord, il est un peu dans l'eau, mais on y accède très facilement. Et du coup, j'ai fait une plongée de nuit. C'était quelque chose que je voulais refaire parce que j'adore la plongée de nuit. Je regrette un peu de pas l'avoir fait de jour aussi parce que du coup, voir un gros paquebot, il est vraiment gros. Je pense que ça aurait été bien que je le fasse de jour et de nuit. Mais bon, c'est pas grave, je referai ça un jour. Donc voilà, ma petite activité préférée, la plongée. C'était trop bien. En plus, j'étais avec il m'a dit qu'il était chinois mais né en Nouvelle-Zélande. Et il est auto-entrepreneur, il était super intéressant. Donc le peu de trajet qu'on a dû faire pour aller au paquebot, j'ai eu des bonnes conversations avec cet homme qui était super intéressant. Bref, et ensuite je suis revenue du coup à Sanur dans ma petite villa que j'adore. Et là, qu'est-ce que je suis allée... Ah, alors là, c'était trop drôle le samedi soir. Donc Sophie m'avait proposé d'aller jouer au badminton avec elle. Sophie, que j'ai interrogée dans le podcast, qui est mariée à un badlinéen. Et donc elle m'a proposé d'aller jouer au badminton. Je lui ai dit non mais attends, moi ça fait genre 20 ans que j'ai pas touché une raquette de badminton ou de tennis ou de quoi que ce soit. La dernière fois que j'ai fait du badminton, ça devait être au collège en fait. Et elle m'a dit mais t'inquiète, c'est pas grave. J'ai dit c'est sûr vous êtes pas compétitif, c'est pas un tournoi. Elle m'a dit mais non, c'est juste moi, mon mari et une autre copine française, Agathe. Bon d'ailleurs je vous fais un coucou les filles si vous écoutez cet épisode. Et du coup j'y suis allée, c'était 1 heure. Moi je me suis retrouvée à jouer en duo avec Oui, donc son mari. Et donc j'étais face à Sophie et Agathe. Et en fait je me suis découverte une passion badminton. J'ai adoré, j'ai rigolé, je me suis amusée. J'étais pas si mauvaise que ça, donc j'étais contente, ça m'a donné un petit boost de confiance en moi. Et ouais, c'était trop bien. Donc je pense qu'à l'avenir, si je peux me refaire des petites sessions badminton, là, elle m'a proposé d'en refaire cette semaine, mais les séances étaient à 20h, et moi je vous avoue qu'à partir de 20h, c'est là où j'ai plus d'énergie en fait. Donc malheureusement, j'ai décliné son invitation, mais à l'avenir, je pense que j'aimerais bien de temps en temps aller me refaire des petites sessions badminton.
Elle me disait, ah bah, tu pourrais jouer sur le bateau. Je sais pas. Si on m'a filé sur le pont 7 à plein air, je pense que le volant risque de finir trop souvent à l'eau. Ça va être compliqué. Donc, bref, ça c'était chouette. On a été manger ensemble. C'était cool. Et puis voilà. Et puis après, le programme pour cette semaine. D'ailleurs, je vais répondre à vos questions aussi. Je l'ai pas dit en début d'épisode, mais j'ai noté quelques questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. Je vais y répondre. Mais je vous avoue que moi, pour cette dernière semaine, je me suis dit, putain, en fait, je vais me foutre la paix. Vraiment, je vais me foutre la paix. Parce que quand je suis arrivée à Bali, je voulais faire un travail sur moi. Donc, mentalement, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Ensuite, mes parents qui sont venus, ça, pareil, ça prend beaucoup d'énergie quand on doit programmer des vacances pour de la famille. On a beaucoup bougé. Ensuite, je suis allée passer mon niveau 2 de plongée. Donc, pareil, ça reprend pas mal d'énergie mentale, etc. Donc, je me plains pas en disant tout ça. Je sais très bien qu'il y en a qui travaillent toute la journée, tous les jours, qui ont des enfants à gérer, un mari à gérer, etc. Je cherche pas à me plaindre. Je dis juste que, voilà, je suis pas là non plus à boire des cocktails et à lire un livre au bord de la piscine. Donc, ça me demandait quand même assez d'énergie. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts de développement personnel. Et là, justement, ces derniers temps, j'avais mis le doigt sur quelque chose qui peut-être je niais, mais pourtant non. C'est le lâcher prise. Jusqu'à maintenant, j'arrête pas de dire j'ai envie de faire confiance à la vie, mais je pense qu'en fait, je fais pas encore totalement confiance. Et donc, du coup, je garde le contrôle sur beaucoup trop de choses. Et donc, j'ai écouté quelques podcasts qui m'ont beaucoup aidé. D'ailleurs, je vous mettrai les liens vers ces podcasts dans la description si ça vous intéresse de creuser un peu le truc. Mais juste pour revenir un peu là-dessus, c'est que j'ai enfin compris qu'en fait, ouais, non, ça je l'avais compris, on contrôle pas tout dans la vie, on contrôle pas le comportement de certaines personnes, on contrôle pas la météo, enfin il y a des trucs qu'on contrôle pas. Et j'avais déjà appris à faire un travail sur moi-même, de me dire tous ces petits trucs que tu contrôles pas, on s'en fout en fait, passe à autre chose. Mais il y a quand même encore des petits trucs aujourd'hui dans ma vie que j'ai du mal. Donc là vraiment, j'ai envie de commencer un peu à faire justement ce travail-là de quand quelque chose me dérange, quelque chose qui me crée un stress ou de l'anxiété ou peut-être qui m'énerve ou peu importe, de faire un pas en arrière et de me dire est-ce que tu peux contrôler cette situation, oui, juste vraiment de faire ce travail mental on avait une phrase chez nous à Dofasco, là où je travaillais chez ArcelorMittal au Canada, c'est quand on était face à une situation au travail, on nous disait toujours stop, challenge, choose. Donc ça voulait vraiment dire à un moment donné arrête. Donc stop, challenge, ça veut dire tu regardes la situation et tu regardes est-ce qu'il n'y a pas un problème de sécurité sur cette situation, et ensuite choose, donc choisis de rectifier ce que vous êtes en train de faire pour rendre cette tâche encore plus sécuritaire. Donc voilà, ça c'était un process qu'on avait bien intégré nous tous dans l'entreprise puisqu'on nous le répétait souvent. Et donc en fait, je vais essayer de me le rappeler aussi, ça, ce stop, challenge and choose, par rapport à mon lâcher prise à moi, de me dire voilà, stop, challenge, est-ce que tu contrôles ou pas? Non, choisis de te foutre la paix en fait, ça sert à rien. Donc ça, j'ai trouvé que ça m'a aidé en fait. Et je vais vous lire quelque chose que j'ai écrit dans mes notes parce que je trouve que c'était intéressant. Mais en gros, une des podcastrices expliquait que je peux pas la citer parce que je sais plus c'est laquelle, j'ai juste marqué les notes mais j'ai pas noté le podcast, mais je me souviens très bien des podcasts, donc eux je vous les mettrai dans la description. Mais en gros elle expliquait que l'hyper-contrôle c'est être en résistance en fait, ça veut dire on résiste à la situation, on résiste au comportement de certaines personnes, etc. Et que donc du coup alors attendez, je vais lire. On constate la façon dont le monde s'offre à nous et on entre en résistance en se disant que ce n'est pas comme ça que l'on veut que le monde soit. Donc on va essayer de manipuler pour changer. Parce que l'autre option, si on a l'impression de pas contrôler, ça va être la résignation. On va être face à la défaite de cette situation et c'est pas quelque chose qui est très agréable. Et en fait, elle expliquait qu'il y a la voie du milieu, il y a aussi juste l'acceptation en fait, de faire justement un pas en arrière, de regarder ce qui se passe et d'accepter l'acceptation en fait que c'est ok, on contrôle pas en fait, c'est ok. Donc ça, je trouve ça cool. Et elle a bien mis le point sur, parce que souvent on entend, mais vas-y, lâche prise. Enfin, moi, je me souviens même Martin, des fois, à bord, il me dit, ah, mais vas-y, tu t'en fous. Ouais, mais c'est facile à dire, en fait, tu t'en fous. C'est pas comme ça qu'une personne peut, quand elle a l'habitude d'être dans l'hyper-contrôle ou dans le contrôle. Moi, je contrôle ma vie depuis des années, je la contrôle seule. J'ai été chef de projet pendant des années, donc je contrôlais des équipes, je contrôlais un budget, je contrôlais un projet. Enfin, j'étais vraiment dans le contrôle, en fait. Enfin, dans le contrôle, vraiment. Puis même encore aujourd'hui,
Enfin, il faut que je choisisse où est-ce que je dors toutes les semaines, ce que je vais manger. Enfin, il y a personne qui me dit, bah tiens, viens, on va manger mexicain ce soir. Ouais, vas-y, viens, on va manger mexicain. Non, c'est tous les jours, je suis toute seule, donc forcément que je suis dans l'hyper-contrôle. J'ai un podcast depuis 5 ans, forcément que je suis dans l'hyper-contrôle, là, gérer un podcast. Il faut contrôler beaucoup de choses, il faut prendre beaucoup de décisions, enfin bref. Donc de lâcher prise quand même, c'est pas facile, et justement elle expliquait que le lâcher prise c'est une multitude de capacités et une pratique très avancée sur des mécanismes du cerveau. Et ça, le fait qu'elle m'a dit ça, et qu'elle dise que c'est pas quelque chose de simple, ça m'a rassurée. Je me suis dit, bah, je suis quand même pas débile, ça je l'avais bien compris que c'était pas simple. Mais là, de l'entendre, ça m'a fait du bien. Et donc forcément, oui, alors je vais revenir parce qu'on m'a posé des questions sur est-ce que t'as fait du travail, enfin comment t'as posé sur le travail sur soi et tout ça, et donc je reviendrai là-dessus, mais bref, tout ça pour dire que là, j'avais décidé de me foutre la paix pour cette semaine. Je dis ça, mais j'avais quand même une feuille de choses à faire. Mais ça, c'est des choses, voilà, il fallait que j'aille acheter des coton-tiges pour mes 4 mois en mer, il fallait que j'avais envie de me faire un tint and lift, donc c'est pas des fossiles, mais c'est genre on a l'impression d'avoir tout le temps du mascara. J'avais envie de faire ça. J'avais envie de me faire plein de massages, donc je suis allée me faire masser tous les jours, sauf mercredi. Donc voilà, j'avais juste envie de me foutre la paix, et ça a bien marché, parce que là on est vendredi, j'ai vraiment eu le sentiment de m'être foutre la paix, je me sens vraiment rechargée à bloc et prête à partir pour de nouvelles aventures, donc ça c'est trop chouette. Voilà, j'en suis déjà à 26 minutes d'enregistrement. Je savais que ce vocal allait être très long, parce que j'arrive pas à faire court, et en même temps j'ai tellement de choses à vous dire. D'ailleurs, ça me fait rire, parce que je parlais récemment, je ne sais plus avec qui, on nous disait que les 30 ans c'est les meilleures années de notre vie. Ah oui, c'est une Espagnole que j'ai rencontrée, parce qu'elle a 53 ans, et je lui dis ouais, moi ça me fait rire parce qu'elle me dit ah tu verras les 40 ans c'est trop bien. Je dis ouais, c'est marrant parce que quand j'avais 20 ans on me disait ah les 30 ans tu verras c'est les meilleures années de ta vie. Maintenant que j'ai 30 ans on me dit ah tu verras les 40 ans c'est les meilleures années de ta vie. Moi j'ai envie de dire que les 30 ans je peux pas dire que ça a été de mauvaises années, au contraire il s'est passé énormément de choses, parce que j'ai 40 ans d'ici quelques mois, donc forcément là je suis en train de faire un travail un peu de réflexion sur ces 10 dernières années. Et je suis très fière de moi, je suis très fière de ce que j'ai accompli, mais punaise, j'ai jamais été aussi souvent dans mon cerveau. Et c'est fatigant, en fait, les gars. Moi, c'est pour ça que je lui disais, mais moi, la vingtaine, pour moi, c'était les meilleures années de ma vie, punaise. J'avais l'impression d'être insouciante. Tout ce que je pensais à faire, c'était faire la fête, rigoler avec mes potes. Vraiment, c'était... même si, pourtant, je passais quand même un master, donc je me souviens qu'il y a eu des moments de galère. Mais j'ai l'impression que dans mes 30 ans, il y a quand même eu énormément de remises en question. Et je trouvais que ça n'a pas été des années faciles. Donc, j'ai envie de croire en ce qu'elle me dit et de me dire que l'année... les 40 ans, j'aurais appris à lâcher prise, à être moins dans le contrôle, peut-être que j'aurais rencontré l'amour, mais voilà, il faut que je lâche prise même par rapport à ça, parce que c'est quelque chose que je ne contrôle pas, je peux pas forcer quelqu'un à tomber amoureux de moi, et je ne peux pas me forcer à tomber amoureuse de quelqu'un. Mais bref, donc ça m'a fait un petit peu sourire tout ça, et donc je pense que je vais en venir à vos questions. J'avais quand même envie de faire un petit point où j'espère juste que quand vous... Enfin, moi, venir à Bali, ouais, je vais revenir à vos questions. Mais ouais, bon, je vais quand même dire ça. En fait, moi, en venant à Bali, l'objectif déjà en venant, c'était de pas dépenser trop d'argent, en fait. J'aurais pu rester au Canada, mais ça coûte trop cher. Donc moi, mon premier objectif, c'était déjà d'aller dans un pays où j'allais pouvoir subvenir à mes besoins tout en ayant une vie convenable. J'avais pas envie de retourner en coloc. J'ai eu des colocs de malades au Canada que j'ai pas envie de refaire. Donc pour moi, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir aussi me louer des petites villas ou des chambres en solo, parce que là, je vais être en coloc pendant 4 mois, donc là, d'avoir un petit peu plus d'intimité. J'avais envie de pouvoir manger bien, j'avais envie de pouvoir aller à la salle de sport si je le souhaite, donc avoir un petit confort de vie qui est quand même bien, me faire masser par exemple, mais sans que ça me coûte un bras. Je vais mettre un petit peu de boule là, parce que je commence d'ailleurs à avoir le dos tracé. Et bref, donc moi mon objectif c'était déjà ça, et le deuxième objectif, donc j'avais 3 objectifs. Donc premier objectif c'était ça, deuxième objectif c'était de voir justement la vie des balinés, parce que je travaille avec beaucoup de balinés à bord, et donc et je les aime tellement, vraiment je suis en amour pour eux. D'ailleurs je vous reparlerai de ça, parce que maintenant il faut que je vous parle de ça aussi avant de répondre à vos questions. Mais du coup mercredi je suis allée fêter les 3 mois de la fille d'un de mes collègues à bord, donc qui s'appelle Anam. Et en fait les 3 mois, la cérémonie des 3 mois, c'est vraiment un événement très important, parce que pour eux ça représente que l'enfant en fait là maintenant devient vraiment un humain.
jusqu'à 3 mois, il est encore son esprit en train de vagabonder entre les ancêtres, les esprits, etc. Et d'ailleurs, même ce qui est fou, c'est que son oncle est décédé quelques jours avant, soudainement. Et du coup, je lui disais, tu vois, des fois, ces moments-là, je me dis, mais est-ce que du coup, ton oncle ne se serait pas réincarné dans ta fille, en fait? Il y en a qui vont me dire qu'elle était perchée, mais eux, ils me comprennent. Et bref, et donc c'était super chouette. J'avais demandé à Poutou de venir avec moi, Poutou qui était notre chauffeur pendant de très nombreuses heures, avec qui je rigole beaucoup, qui maintenant ne m'envoie plus de messages tous les jours pour savoir comment ça va, donc il m'a un petit peu lâché les bottes. Mais du coup, je lui avais demandé de venir avec moi, et c'était trop chouette parce qu'on avait quand même 2 heures de route pour y arriver. Et donc le matin, on a pu faire la cérémonie. Lui, il était là pour m'expliquer un peu comment ça fonctionne. Toute sa famille, enfin, je voyais qu'ils étaient contents qu'il y ait un boulet qui soit là. C'était vraiment chouette. Et à un moment donné, il coupe les cheveux de la petite. Et ça, c'est un moment très symbolique où en fait, les gens achètent des morceaux de cheveux. Et ensuite, ils font beaucoup de prières en fait. Beaucoup de prières. Et c'était trop beau de pouvoir être là à ce moment-là. Donc pendant qu'ils font toutes les prières et la cérémonie, les gens ils peuvent faire d'autres choses. Il y en a qui s'occupaient des enfants, il y en a qui allaient chercher à manger. Enfin, on n'est pas obligé d'être là tous à prier, c'est pas comme ça que ça se passe. Là, c'est vraiment les parents et le prêtre qui sont eux dans ce process de prière et les autres personnes sont autour. Parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais les maisons à Bali, les propriétés, en tout cas, ça a l'air d'être ça un peu partout. Il y a la maison principale, il y a le temple de la famille et il y a aussi en général une autre petite maison pour les autres membres de la famille qui rendent visite et qui veulent dormir. Et ensuite, il y a une espèce de... C'est un carré avec juste un toit, donc il n'y a pas de mur. Et en général, là, les gens, c'est un peu l'espace communautaire où on va s'asseoir, boire un coup, manger, jouer à des jeux, etc. Donc, donc tout le monde est positionné un peu partout. Bon, attendez. Mission moustique qui essaie de me piquer. C'est bon, il est parti. Je l'ai pas eu, mais il est parti. Et donc, c'était trop chouette. Donc, le matin, c'était vraiment, on va dire, très spirituel, très dans l'odeur de l'encens, la musique, les clochettes, etc. Ensuite, à midi, il y avait un espèce de buffet. Donc là, tout le monde se sert, c'était trop bon. Et là, après, changement d'ambiance. Et là, j'ai d'autres collègues du bateau qui sont arrivés, 3 autres collègues, dont un je connaissais pas, mais je dis que c'est un collègue parce qu'il travaille aussi sur le même bateau que moi. J'espère travailler un jour avec lui parce que il avait l'air mais aussi adorable tous les 2 autres balinés, bref. Et là on a passé toute l'après-midi. Là il a sorti donc le père il a sorti les bouteilles et là on était là tous assis à boire, à rigoler, à se remémorer plein de souvenirs à bord. Je culpabilisais un peu pour Poutou, le pauvre. Bon, lui, il a travaillé sur les bateaux pendant 20 ans, donc il sait ce que c'est, mais du coup, il fait pas partie de ces moments que là, nous, on a vécu, donc il pouvait pas trop participer. Il était beaucoup sur son téléphone, le pauvre. Mais il m'a dit après le coup qu'il était content de me voir, que j'étais en train de passer un beau moment, etc. Et vraiment, je pense que ça reste une de mes plus belles journées à Bali. En fait, d'avoir pu mélanger le côté spirituel, de me sentir intégrée dans une famille. Et ensuite, l'après-midi, vraiment, pour moi, là, maintenant, la famille Ponant, on fait vraiment partie d'une famille parce que ce qu'on vit en mer, on est les seuls à le comprendre. Ça veut dire que moi, je vous en parle là, mais vous pouvez pas comprendre parce que vous l'avez pas vécu. Alors que là, du coup, quand on parle avec ces gens-là, je sais pas, on se sent compris. Et le discours est différent. Je dis pas que je préfère parler avec eux plus que vous, par exemple, pas du tout. Mais du coup, à ce moment-là, je me sens vraiment dans un épanouissement total. Et ça fait du bien en fait. Donc c'était trop chouette. Et en plus de ça, du coup, eux, ils m'ont appris parce qu'entre-temps, j'ai aussi reçu une liste des personnes qui allaient embarquer en même temps que moi. Donc là, normalement, demain à l'aéroport, il y aura 6 autres personnes de la team restauration qui viennent de Bali. Donc je suis trop contente qu'il y ait des Balinéens avec moi. Et aussi, j'ai appris c'est qui le nom de mon restaurant manager. Il vient de l'île Maurice apparemment. On m'a dit qu'il était super cool. Bref, apparemment, je vais avoir une super équipe à bord. Eux, ils me disaient tous qu'ils kifferaient être sur ce bateau. Qui me disait vas-y essaye de faire une pétition, enfin c'est moi qui leur ai appris le mot pétition parce que à mon avis c'est pas quelque chose qu'ils connaissent, mais en gros pour qu'ils viennent me rejoindre en janvier ou février parce que eux malheureusement ils repartent pas en mer avant le mois d'avril et ils vont sur un autre bateau, mais bref, donc déjà ça me rassure, même si j'avais pas spécialement besoin d'être rassurée parce que j'ai quand même vachement moins peur que la première fois où je suis partie. D'ailleurs je me suis amusée cette semaine à réécouter cet épisode que j'avais enregistré en mois d'avril, la veille de partir en mer. Mais enfin, aujourd'hui, j'ai 0 peur, hein, vraiment. La seule peut-être peur que j'ai, la fille attention qui veut le contrôle, c'est les lits superposés.
Je sais pas pourquoi j'ai le sentiment que je vais me retrouver dans une cabine de 2, mais j'aimais bien la cabine de 4 parce qu'elle était grande. Bref, et j'ai peur d'avoir le lit du haut. Moi, j'aime pas le lit du haut. Donc j'espère juste que je vais être en coloc avec une ou des filles, je sais pas combien on sera, avec des filles qui aiment dormir sur les lits du haut. Parce qu'il y en a qui aiment ça. Moi, j'aime pas, vraiment, j'aime pas. J'ai peur de tomber, j'aime pas monter l'échelle, j'aime pas la descendre. Enfin bref, ça me saoule. Donc là, c'est le seul truc qui me fait un peu peur, mais bon, c'est pas grand chose. Peut-être que si je négocie, je peux me retrouver sur le lit du bas. Et voilà, j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Je suis vraiment en amour, vraiment, j'ai un amour profond pour les hommes de Bali. J'aimerais trop pouvoir me trouver un homme à Bali. Malheureusement, j'ai bien compris que pour eux, avoir un enfant, c'est obligatoire en fait. Pas seulement parce que ça leur garantit d'avoir une retraite financière, d'avoir quelqu'un qui va s'occuper d'eux quand ils sont âgés, mais c'est aussi parce qu'au niveau de spirit, au niveau de l'ancêtre, etc., pour eux, tu es obligé de continuer ta lignée. Tu es obligé d'avoir un enfant pour que tu sois... que toi, quand tu seras l'ancêtre, il y a quelqu'un qui continue à prier pour toi, qui continue à te ramener à manger dans les prières, les offrandes, etc. Et donc, du coup, je pense que jamais je pourrais être avec une personne de Bali parce que moi, jamais j'aurai d'enfant. D'ailleurs, j'ai mon oncle et Lamine, mon père, qui m'a dit « Oh là là, ça m'a énervé !» Je sais pas s'ils écouteront cet épisode ou pas, j'espère qu'ils l'écoutent. Rose, tu diras ça à Denis si tu m'écoutes. Mais qui m'a dit, les deux m'ont envoyé un message quand j'ai posté la photo de moi avec la petite fille, ah ça te va trop bien, je leur ai dit ouais cool, mais en fait ça m'arrivera jamais. Et j'ai mon oncle qui m'a dit pourquoi ne jamais dire jamais, peut-être que tu adoptes. Ah non mais en fait les gars, ça fait depuis que j'ai 30 piges que je dis que je veux pas d'enfant. En quoi c'est... Je sais pas si les gens ils croient que je dis ça parce que j'ai pas de mec, mais c'est pas du tout la raison. Je ne veux pas d'enfant, point. C'est pas compliqué, c'est pas pour tout le monde. Je pense qu'on est de plus en plus nombreuses à se rendre compte que c'est pas une finalité dans la vie. Et je ne veux pas d'enfant. Donc ouais, ça me va bien. Alors, je lui ai répondu, mais c'est normal, tout me va bien. mais franchement, non, je n'en veux pas. Bref. Et il me dit, mais pourquoi c'est bien? Bah oui, mais la vie seule aussi, c'est très bien, en fait. Et ouais, peut-être que quand je serai sur mon lit de mort, je regretterai, je me sentirai seule et je pleurerai. Mais c'est pas grave, parce qu'avec tout ce que je vis en ce moment, là, pour moi, l'année 2025, mais elle est exceptionnelle. Enfin, je sais pas, j'ai commencé, j'étais en Amérique du Sud, je suis rentrée passer quelques mois chez mes parents, j'ai revu mes amis, c'était trop bien. Ensuite, je suis partie, les gars, au pôle Nord. Je suis partie, oups, j'ai un rappel. Un rappel que demain, c'est l'anniversaire de Zélie. Céline, t'as vu? J'y penserai normalement demain. Je suis partie marcher sur la banquise, je suis partie au Groenland. Je sais pas, j'ai rencontré des personnes incroyables sur mon chemin. Là, j'ai passé un mois au Canada avec des copines françaises que j'adore. J'ai pu aller camper en nature. Enfin, je sais pas... Ensuite, je suis venue 3 mois à Bali, j'ai créé encore plein de souvenirs avec ma famille, mes parents, mon frère. Pareil, ici, j'ai rencontré plein de personnes dingues. J'ai fait un travail sur moi-même. Voilà. J'ai rencontré une voyageuse qui était là avec une petite fille et elle pouvait pas. Elle m'a dit, je peux pas, moi, je peux pas. Et ben non, tu peux pas. Oui, il y a des choses que tu peux faire avec tes enfants, je ne dis pas le contraire, mais il y a quand même des choses que tu ne peux pas faire, il faut l'avouer, c'est comme ça. Et ouais, moi j'ai pas l'instinct maternel et je n'en veux pas, voilà. Je réponds toujours, j'ai 2 filleules que j'aime profondément et voilà, pour moi c'est mes filles en fait, même si je n'ai rien fait à leur éducation, mais je les considère, c'est mes amours quoi, et c'est sûr que c'est pas du tout le même amour qu'une mère a pour son enfant, mais voilà. Je vais arriver aux questions parce que là ça fait quand même longtemps, on en a 38 minutes, je suis vraiment désolée, j'espère que vous avez encore un petit peu de route ou alors que votre séance de sport n'est pas sur le point de se terminer ou sinon j'espère que vous ferez pause et que je vous retrouverai plus tard. Donc alors les questions, mention spéciale pour ma petite Chloé la Belge, merci beaucoup d'avoir été motivée à me poser toutes ces questions et de t'intéresser d'aussi près à mon expérience. Alors, je les ai mis un peu dans l'ordre aléatoire, hein, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais en gros, donc qu'est-ce qui t'a le plus marqué en arrivant dans le pays? Alors moi, je m'étais déjà beaucoup renseignée sur Bali, j'avais interrogé Emeline dans le podcast avec qui on avait parlé de sa vie à Bali. Ma mère m'en parle depuis souvent de Bali, donc je regardais de loin un peu ce qui se passe, j'écoutais des podcasts sur Bali. Donc il y a des choses que je savais en arrivant. Je savais qu'il allait y avoir beaucoup de trafic, je savais qu'il allait y avoir une grosse pollution au niveau du plastique, je savais que il y allait y avoir beaucoup de touristes en fait, qu'il allait y avoir beaucoup d'expats, etc. Tout ça je le savais un peu. Donc
je pense que moi, ce qui m'a marqué, c'est différent de ce qui va pouvoir marquer quelqu'un qui arrive et qui met la première fois. J'ai aussi déjà vécu sur une île, donc ça c'est pareil. Il y a des choses que je sais par rapport au fait de vivre sur une île qui me surprennent pas. Donc moi, je dirais que peut-être les deux choses, il y a deux choses qui m'ont surprise. Je dirais déjà la place de l'hindouisme, ça c'est une réalité. Je pense que je me m'étais pas rendu compte à quel point c'était présent dans le quotidien des Balinais. Et toutes les offrandes, etc., dans la rue, un peu partout. Je pense que ça m'avait pas... J'étais pas au courant de ça. Et la deuxième chose, en fait, c'est à quel point le gouvernement indonésien, il a du boulot, en fait, parce que j'ai l'impression que le gouvernement, il s'en fout. Il s'en fout de... Alors, peut-être que j'exagère en disant ça, mais j'ai l'impression qu'il s'en fout. Il s'en fout de préserver la nature. Il se rend pas compte de la beauté des îles que constitue l'Indonésie. Et j'ai l'impression qu'il essaye pas de faire en sorte que l'évolution de ces îles se passe bien, en fait. Là, pareil, on blâme les touristes parce qu'il y a des inondations, etc. Et que c'est à cause de nous, parce que on construit de plus en plus pour pouvoir nous accueillir, on construit des routes, etc. Que tout n'est pas fait dans les normes, etc. Donc on nous blâme nous. Mais en fait, on n'a pas envie de blâmer le gouvernement qui n'aide pas justement la population à faire ça correctement, en fait, avec des normes de sécurité, en respectant certaines normes, etc. J'aime bien blâmer le gouvernement parce que, au final, j'ai rencontré la famille qui m'a acceptée pour le Noël. Elle m'a dit, sans l'Américain là, elle sait pas ce qui serait devenu. Elle m'a dit, on est à tout jamais reconnaissante de lui, de Brett. Elle m'a dit, sans lui, on sait pas. Parce qu'il les a aidés pendant le Covid. Elle a un petit restaurant. Lui, son mari, il travaille sur les bateaux, donc il travaillait plus sur les bateaux. Elle m'a dit, sans lui, je sais pas comment on aurait fini. Alors forcément, les gens, ils arrivent toujours à s'en sortir. On va pas dire non plus que l'expat et le blanc, il est un super-héros. Mais c'est vrai que du coup, ça m'a quand même montré une réalité où je me dis, finalement, notre venue, elle est pas... en tout cas, elle est très bien acceptée. Et je pense que d'être là à pouvoir les aider financièrement, et c'est pour ça qu'ils ont envie de construire des villas, pour pouvoir nous les donner, pour pouvoir se garantir de se payer à manger, etc. En fait, la vie, elle augmente partout, mais les salaires non, quoi. Donc voilà. Je me suis un peu éloignée de l'ordi parce que je sens que il est en train de chauffer. Ensuite, contente de retourner à bord. Est-ce que tu es reposée? Alors oui, je suis extra contente. Je pense que vous l'avez bien compris. J'ai vraiment, vraiment hâte. Et d'ailleurs, là, toute cette semaine, sans vous mentir, moi, je fais beaucoup de rêves. Et là, toute la semaine, j'ai rêvé de ça. J'ai rêvé que j'étais à bord. Voilà, je m'imaginais des trucs qui n'étaient rien à voir avec ce que j'avais vécu dans mon premier contrat. Mais donc, du coup, j'ai vraiment hâte et je me sens extrêmement reposée. Je sens que je suis pleine d'énergie et vraiment... prête à vivre encore une excellente... parce que cette fois, je n'aurai pas mal aux pieds. J'ai mes semelles avec moi. On est d'accord, j'ai mes semelles. Donc, je n'aurai pas mal aux pieds. Il n'y a pas de souci. Tout va très bien se passer. Tout va être beau. Il n'y aura aucun problème, j'en suis sûre. Ensuite, on m'a demandé qu'est-ce que cette expérience t'a appris. Là, j'avais envie de dire la vérité. C'est que vraiment, je sais pas gérer un budget voyage. J'en parle avec ma pote Marianne. Elle gère super bien. Alors, j'ai voyagé avec elle à Valence là cette année. Elle met tout dans le tricount et tout. Elle met tout. Elle fait vraiment super gaffe. Moi, pas du tout. Et du coup, j'ai explosé. Moi, j'ai dépensé tout ce que j'avais gagné à bord. Tout. Et du coup, j'ai dû redemander de l'argent parce que vous savez, j'ai un conseiller financier. Et donc, j'ai de l'argent de côté quand même. Et donc, mais qui est pas sur un compte bancaire. Moi, il est sur... dans les stocks, dans les marchés. Bref, et donc du coup, j'ai dû lui demander de l'argent, quoi, parce que j'en ai plus. Donc là, il est hâte que j'aille retourner. Mais donc ça, c'est pour l'aspect en ce qui me concerne. Sinon, qu'est-ce que cette expérience m'a appris? Je pense que j'en ai touché un petit peu plus par rapport d'un point de vue personnel, par rapport au lâche prise, qu'il faut que j'ai un travail à faire sur l'estime de moi, etc. Donc ça m'a bien appris. Et puis que j'aime les balinés, ça je le savais déjà. Ça s'est juste bien confirmé. Et puis j'ai aussi appris du coup que jamais je pourrais être avec un baliné. C'est triste, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce que tu as préféré de cette expérience, honnêtement? Les massages pas chers. Franchement, ils sont incroyables les massages, ils coûtent pas cher. On va dans des spas, on peut prendre soin de soi et ça, moi j'adore. Je sais qu'il y en a qui aiment pas se faire toucher, mais moi j'ai aucun souci avec ça. C'est ce qui est drôle d'ailleurs parce que j'aime pas mon corps, je me trouve trop grosse, mais j'ai aucun souci à me faire masser. Donc ça au moins c'est cool.
Donc ça, je dirais que voilà, ça a été vraiment quelque chose que j'ai adoré. J'ai adoré aussi avoir mes parents et mon frère, même si des fois il y avait un peu de conflit, mais j'ai adoré pouvoir passer du temps avec eux. Et aussi là, la dernière journée que j'ai passée, là dont je vous ai parlé, avec la famille Ponant, ça a vraiment été un gros coup de cœur pour moi. Aussi ma rencontre avec Sophie. Sophie, elle est géniale, elle habite pas loin de là où je suis. Ça a été... Enfin, dès que j'avais besoin de quelque chose, là, cette semaine, je lui posais la question, elle me disait, ah, bah, va là, va check ça. Elle m'a prêté une tenue aussi. Donc, d'avoir aussi quelqu'un à côté de soi, c'est quand même super cool. Ensuite, on m'a demandé qu'est-ce qui a été le plus difficile. Alors, je dirais que pendant ces 3 mois, le plus difficile, peut-être, c'est, il y a des moments où je me suis retrouvée seule et j'avais pas envie d'être seule. Et je pense que c'est là où c'était difficile. Alors, j'essayais de m'occuper, etc. Mais en fait, il y a des fois, j'avais juste pas envie d'être seule. Et je pense que c'est pour ça que j'aime la vie en mer, c'est parce que c'est rare que je me retrouve seule. Et mais je peux si je veux. Donc, j'aime en fait ce choix de vouloir être seule ou non. Et là, bah, des fois, j'avais pas le choix. Enfin, après, je me le suis imposé. Si j'allais dans une auberge de jeunesse, il y aurait eu du monde. Mais des fois, j'ai pas envie d'aller dormir en auberge de jeunesse parce que je rencontre plus les mêmes voyageurs que moi, en fait. Maintenant, il y a beaucoup de voyageurs, ils vont être là pendant 3, 6 mois, je sais pas. Et pour eux, bah, ils veulent faire un maximum de choses, ils veulent essayer de voir un maximum de choses. Donc forcément, ils sont tout le temps dans l'action, dans le mouvement, etc. J'ai rencontré aussi des voyageuses qui sont là vraiment juste pour créer du contenu. Donc ils vont essayer de trouver les plus beaux spots pour faire des plus belles vidéos. Moi, c'est pas du tout ça. Donc malheureusement, j'ai l'impression que les auberges de jeunesse me correspondent plus trop. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'organise ce petit voyage en Turquie en avril, pour essayer de se retrouver un petit groupe, mais un petit groupe où on est dans cet âge où peut-être on est plus... moi là, cette semaine, tous les jours, je commence ma matinée tranquille, en faisant du yoga, en faisant de la méditation, en prenant mon petit déjeuner tranquille. Parce que c'est aussi ça, à bord, j'ai pas ce luxe de pouvoir prendre le temps le matin. C'est go go go, dès que tu te lèves, c'est go go go. Donc moi, j'aime prendre mon temps le matin. Et pareil, il y a des voyageurs, ils veulent vite partir le matin, etc. Même j'ai une Allemande, je lui disais, pourquoi elle part à 8h le matin. Donc déjà, tu fous le bordel dans la chambre. Et en plus, tu te mets une pression à vouloir partir plus tôt. Les hôtels, ils te laissent rester jusqu'à 11h midi. Pourquoi tu te mets la pression? Bah ouais, parce que sinon, après, tu perds la journée. Bah, tu perds la journée, c'est pas grave. C'est pas grave. Voyager aussi, c'est aussi de prendre le temps de se reposer, de se poser. Il faut pas se créer un stress supplémentaire. Enfin, moi, en tout cas, je peux plus voyager comme ça. Je divague, comme toujours. J'ai encore que 2 questions. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir progressé dans ton cheminement au travail sur toi? Alors ouais, clairement. Je pense que ce travail de développement personnel, ça prend beaucoup de temps. Et je pense qu'il faut aussi qu'on se foute la paix par rapport à ça, que ça va pas se résoudre du jour au lendemain, ou ça va pas prendre seulement d'un mois. Moi, je suis contente en fait de me dire, parce qu'il y a des fois, j'aimerais bien me faire accompagner par un psy, mais je pense que jusqu'à maintenant, c'est ouais, mais je cherche un psy en quoi? Parce que j'aimerais bien quand même trouver quelqu'un qui est spécialisé. Alors, je pourrais très bien prendre des psys ou des coachs qui sont spécialisés dans l'expatriation, par exemple, qui comprennent ce que c'est de vivre à l'étranger, de vivre loin, etc. Mais moi, c'est pas que ça, mon problème. Mon problème, c'est aussi un problème d'estime de soi. C'est un problème peut-être sur certains traumas, etc. Donc, est-ce que j'ai déjà envie de travailler par rapport à ça? Ensuite, le lâcher prise, pareil, est-ce que j'ai envie de travailler par rapport à ça? Là, je pense pas qu'on a besoin d'être expat pour connaître ce genre de difficultés dans la vie. Donc bref, moi je suis contente d'avoir au moins déjà commencé à avoir mis des mots sur certains mal-être que je peux avoir. Et il va y avoir encore du travail et c'est ok, je vais prendre le temps de travailler là-dessus. Et ouais, donc non, vraiment je suis contente. J'ai pas perdu de poids, j'aurais voulu perdre du poids. Ça malheureusement j'ai échoué, pourtant j'ai essayé. Et en fait ce qui est drôle c'est que je prenais du poids. Alors oui, je sais très bien que normalement quand on fait des séances avec des poids, on va prendre du poids, on va prendre du muscle, mais on va perdre du gras. Mais moi honnêtement, ma mère même je lui ai montré, mon ventre gonflait en fait. Plus ça passait, moins je mangeais, plus j'allais au sport et plus j'avais l'impression que j'avais un gosse de 4 mois dans le bide quoi. Et j'étais mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là d'avoir lâché prise là ces dernières semaines, je suis pas allée courir une seule fois, je suis pas allée faire de sport à part juste un peu de yoga, méditation. Et bah là j'ai perdu mon ventre est complètement dégonflé. Et je pense que le système nerveux, il a beaucoup à jouer là-dessus aussi. Moi, je pense que j'ai peut-être fait aussi un dérèglement hormonal, j'en sais rien. Mais je pense que mon corps, il est plus là à vouloir garder les graisses plutôt que de les relâcher. Je sais pas si aussi par rapport à l'argent, si je me mets des fois une pression financière où j'ai le peur que peut-être un jour, j'aurai plus d'argent, je pourrais plus me payer à manger, ce qui est n'importe quoi, parce que j'aurai toujours mes parents qui sont là pour m'aider, mais je sais pas. Donc il y a encore un peu de boulot, je vous le cache pas. Mais en tout cas, je pense que j'ai compris qu'il faut que je me foute un peu la paix.
je kiffe le moment présent parce que ce que je vis c'est quand même unique et donc ouais. Dernière question de mon papa. C'était le premier à avoir posé une question. Il m'a dit, reviendras-tu à Bali? Papa, évidemment que je vais revenir à Bali. Évidemment. Enfin, en même temps, j'ai envie de retourner partout. Partout où je suis allée dans le monde, j'ai envie d'y retourner. Sauf peut-être le Paraguay. Pour être honnête avec vous, le Paraguay, j'ai pas vraiment envie d'y retourner. Mais ouais, Bali, je pense que ça va être une obligation. Je me demande si la prochaine fois que je viens ici... Enfin, j'ai écouté un podcast d'une nana qui était venue faire beaucoup de spiritualité ici à Bali. Alors vraiment plein de cérémonies, que ce soit du breathwork, enfin plein de trucs comme ça. Je sais pas si un jour j'aimerais bien essayer justement de faire ce travail de venir peut-être quelques semaines et être vraiment juste dans cette expérience autour de la spiritualité, de respiration, etc. Mais en même temps, quand je regarde toutes les vidéos des personnes, enfin là il y a aussi Astrid de Toronto, qui est en train de faire une formation yoga. J'ai rencontré aussi Mabel, une Anglaise qui a fait une formation yoga, etc. J'ai Marie aussi qui m'a montré certains événements auxquels elle a participé, justement dans ce travail de spirituel. Quand je regarde leurs vidéos et leurs photos, et que je vois que t'es entouré de blancs touristes, et il y a du monde, hein, à chaque fois, c'est pas genre il y a 5 personnes, il y a du monde. Et moi, ça me correspond pas. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait du monde, et j'aimerais même pas envie que ce soit que des touristes. J'aimerais vraiment me sentir intégrée plus dans la culture en fait, faire ce travail peut-être avec une famille ou je sais pas. Donc peut-être que je reviendrai pour vivre un peu cet aspect-là de Bali, plus spirituel. Mais en même temps peut-être que je reviendrai aussi juste pour revoir mes potes que j'aime par-dessus tout. Vraiment, j'arrive pas à exprimer mon amour pour eux, mais c'est un truc de malade. En fait, là, je les regardais mercredi quand on parlait et ils ont tout le temps le sourire, ils sont tout le temps contents, ils disent tout le temps des choses positives. C'est tellement agréable, c'est tellement agréable. Bref. Et donc ouais, je reviendrai à Bali, ça c'est sûr. Peut-être pas l'année prochaine. Là, on va aller visiter un peu le Moyen-Orient. Et puis ensuite, fêter les 40 ans. Et je ne sais pas quels sont mes plans de l'été prochain. Est-ce que je retourne en mer? Est-ce que je retourne faire une saison d'été au Canada? Pour l'instant, c'est un peu tôt pour avoir cette réponse, mais je vous dirai ça dans le podcast à un moment donné. Je suis désolée, cet épisode est méga long, j'espère que vous n'avez pas été saoulés de m'entendre. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de toujours laisser un petit commentaire sur Spotify ou sur Apple Podcast. Vous le faites toujours pas, j'arrête pas de le répéter, vous le faites pas, mais c'est pas grave. Il y en a qui le font quand même, n'est-ce pas, Alizé? Alizé, Géraldine, etc. Je vous en remercie. Et Lily aussi, qui m'écoute, qui est en ce moment en Colombie, je te remercie. Et je vous fais plein de gros bisous. Le prochain épisode solo que je vous ferai, je serai sur le bateau. Pour info, là, je pars de Singapour, on a quelques jours en mer et on arrive en Indonésie. Et on va faire toute l'Indonésie, j'exagère. On va faire une partie des îles indonésiennes et ensuite on va aller vers l'Australie. Voilà. Donc je sais pas où je serai, quand est-ce qu'il sortira. Pardon. La connexion internet, c'est pas toujours le top. Là, quand j'étais en Europe, j'arrivais à capter la 4G quand on était à terre. Mais là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et comme vous le savez, j'ai envie de prendre des moments pour moi aussi. Mais en tout cas, j'ai déjà programmé des épisodes interview. Comme vous l'avez vu le 1er décembre, il y a Madeleine qui raconte toutes ses expériences de malade à travers le monde. Avec des histoires vraiment, si vous n'avez pas écouté, je vous invite à le faire. Et le 1er janvier aussi, j'ai un épisode interview que j'ai enregistré ici en face à face à Bali. Avec une Française qui est là depuis plusieurs années et qui a ouvert un centre de plongée. Et pour le 1er février... Petit spoiler, ce n'est pas moi qui ai créé cet épisode qui sortira, mais Célia. C'est une série vraiment très spéciale où on avait vraiment envie de montrer un aspect pour les femmes et pour les hommes aussi d'ailleurs. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous fais des bisous. Ciao ciao!